Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Dans un instant, Gwendoline Amon sera avec nous pour une fiction formidable ce soir sur France 2. Maman ne me laisse pas m'endormir. Il y aura un débat ensuite présenté par Julien Bugier. Gwendoline Amon, évidemment, c'est Cassandre qui cartonne sur France 3 tous les samedis soirs. Et ce soir, c'est vraiment réalisé par Sylvie Testu, tout en délicatesse, en finesse, pas du tout dans le pathos, sur un sujet grave et qu'on aborde assez peu, l'addiction des ados aux médicaments. Certains en meurent, on ne le sait pas suffisamment, on en reparle avec elle. Et la dépendance est parfois plus puissante que la cocaïne. Absolument. On en reparle avec elle dans un instant, dès qu'elle arrive. On commence tout de suite avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, vous en avez parlé dans vos débats et c'est dans tous les médias. Mayotte est au bord du chaos, empêtrée dans une immigration clandestine. La députée Estelle Youssofa a poussé hier un coup de gueule dans cet avou. Elle sera d'ailleurs tout à l'heure chez Jean-Jacques Bourdin. Ce qui est difficilement compréhensible pour nos compatriotes ici, c'est de se dire comment est-ce que vous pouvez soutenir une opération, en plus avec tous les épithètes abjects, c'est colonial, c'est raciste et que sais-je encore. Le maintien de l'ordre, de renvoi aux frontières. Voilà, alors que nous, en fait, on dit, mais attendez, ces associations, on les entend jamais. Nous, on est un désert médical, on est un désert judiciaire, on n'a pas assez de routes, on n'a pas d'eau dans nos robinets tous les jours que Dieu fait, on n'a pas de défense des droits de l'homme des Français de Mayotte. Bah là, personne pour aller s'indigner, vous voyez ? Elle était formidable, je l'ai vue hier, elle était formidable. Je pense qu'elle sera tout aussi formidable chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Gwendoline, vous venez d'arriver, Gwendoline Amon. Le direct a déjà voilà, démarré. Nous avons démarré, mais tellement très bien. heureux de vous recevoir. Voilà. Merci infiniment, c'est gentil. Oui. Ouais, parce qu'avec Valérie, on a été très touchés par le téléfilm. On s'est parlé en le regardant et c'est vraiment un téléfilm formidable et on va pouvoir en parler. On va en parler avec vous. Une contestation beaucoup... Je fais un zapping. Oui, je vous en prie, faites zapper. Une contestation beaucoup plus courageuse que quelques casseroles, Valérie, car ici, il s'agit de risquer sa vie. Des étudiants ont eu le courage en Iran d'interrompre le discours de l'ayatollah. Alors, il n'est pas habitué et vous allez voir ce qui s'est passé. Admiration. C'est une scène inédite. Mardi dernier, le guide suprême rencontre des étudiants partisans du régime. Un public trié sur le volet, un exercice très encadré. Soudain, surprise, ce jeune homme en rouge lève la main et ose l'apostropher. Vous parlez de transparence, mais notre gouvernement doit écouter le peuple. Peu habitué à être chahuté par les siens, l'ayatollah Khamenei tente d'esquiver. Le temps est écoulé. On pourrait parler encore longtemps. On vous aime et on prie pour vous. Cette fois-ci, ce sont d'autres cris dans la salle qui l'interrompent. Dans la confusion, on entend des jeunes réclamer autre chose que des promesses. Il faut être courageux pour interrompre l'ayatollah en Iran. Il faut être très courageux parce que je pense que le gars, s'il le retrouve, il le bute. Oui, il va être. Non, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il y a eu des suites. Vous suivez les. Non, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Vous suivez les femmes en Iran ? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais j'ai envie de vous dire dans le monde entier en fait, parce qu'en Iran, mais en Afghanistan aussi, et puis même dans plein de pays africains, c'est terrible. La condition de la femme est en train, encore une fois, de régresser. Ce son va évidemment vous toucher parce qu'il est également lié au téléfilm, on en parlera. Hier, Patrick Sébastien a évoqué, il était sur C8 de nouveau, la perte d'un enfant, la perte de son fils. Un moment émouvant où il est revenu sur le fait qu'il soit monté sur scène le jour même où son enfant était mort. J'ai pas de pudeur par rapport à ça, c'est une manière d'exorciser. Moi, ma vie, depuis ce moment-là, ce soir-là, je suis déjà mort, moi. Tout le reste, c'est du sursis. C'est pour ça que je fais autant de conneries. Parce que tous les gens à qui c'est arrivé savent ce que ça représente. Par contre, c'est vrai, si dans un drame comme ça, tu te mets par terre et tu dis plaignez-moi, oulala, je vais pas bien, tu t'en sors pas. C'est pas la peine. Par contre, être encore plus généreux avec celui qui souffre et tout ça, c'est ça qui te sort. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Je n'ai pas perdu, Dieu merci, un enfant, mais j'ai joué j'ai joué le soir où ma grand-mère est morte et je me souviens que j'ai tourné le lendemain du jour où ma mère est morte. C'est vrai qu'en fait, on n'a pas envie, mais d'être dans la vie à ce moment-là et dans l'action, ça sauve de tout parce que c'est plus fort. Et comment vous trouvez l'énergie justement pour de monter sur scène ou de jouer alors déjà pour jouer, il n'y avait pas de discussion parce que j'ai pas osé dire ma grand-mère est morte, je vais pas venir ce soir. Non mais votre maman, peut-être votre ma maman. mère, mais écoutez, je voulais annuler le tournage et en fait c'était mon mari à l'époque qui m'a dit non, tu restes dans la vie, tu y vas. Et il a eu raison. Il faut rester, il faut rester dans l'action. Et vous arrivez à faire abstraction quand vous jouez
j'avais un téléphone greffé à l'oreille avec ma sœur. J'étais pas très bien, mais je suis restée dans la vie. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Mais vous comprenez ce que dit Patrick Sébastien, effectivement. Ça a plutôt pas mal marché. 825 000 téléspectateurs. Absolument. 4% d'audience. Oui, il y avait de la concurrence en plus. Il y avait Koh-Lanta et autres. C'est un très bon score de Cyril Hanouna et de Patrick Sébastien. On va en parler dans ce téléfilm Maman ne me laisse pas m'endormir. Le terrible danger de drogue médicamenteuse. En fait, il y a à peu près un mois, j'avais passé un son ici du journal de 20h de France 2 avec un reportage sur le fentanyl aux États-Unis qui fait des ravages chez les jeunes. Et donc, je vous ai ressorti ce son parce que, évidemment, c'est un des thèmes dont on va parler du téléfilm. C'était dans le 20h de France 2 et là, on est aussi dans la vie réelle. Le fentanyl est un opioïde, à l'origine un médicament antidouleur. Il a été largement trop prescrit par les médecins américains et depuis du fentanyl pur et illégal est écoulé massivement par des narcotrafiquants. Il se prend par pilule ou par injection. C'est une drogue 50 fois plus addictive que l'héroïne et bien moins chère, parfois $10 le sachet seulement. Il n'y a aucune comparaison avec l'héroïne. Le fentanyl, dès que tu te réveilles, tu es en manque. Il n'y a aucun répit. Moi, j'ai perdu toute ma vie en 3 mois. Mon boulot, ma voiture, mon appartement, tout ce à quoi je tenais. Aujourd'hui en Amérique, le fentanyl et ses dérivés causent 3000 morts tous les 15 jours, l'équivalent d'un 11 septembre toutes les 2 semaines. Vous étiez au courant des ravages du fentanyl? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ça vient, j'ai écouté une émission de radio sur le sujet de l'Ebovichi. En fait, la Food Drug Administration a autorisé, mis sur le marché l'Oxycontin dans les années, je crois, 40 ou 50, pour les gens qui avaient des cancers et des douleurs atroces. Ça part de la gestion de la douleur. Et puis, dans les années 70, ils ouvrent le marché, les Américains, pour les gens qui ont des lombalgies. Et comme tout le monde a mal au dos, et ben, il y a 70 millions d'Américains qui vont bouffer de l'Oxycontin et donc des morphiniques, des opiacés, des opioïdes, je ne sais même plus comment on dit, mais enfin, cette casse de médicaments. Et donc, il y a des morts tout le temps. C'est moins grave en France, mais ça arrive. Ça arrive. Il y a quand même 8 personnes par jour, disait un professeur, qui rentre dans son service drogué. Il faut que vous lisiez le livre L'Empire de la douleur, qui est paru chez Belfond et qui raconte l'histoire de l'Oxycontin et de cette famille. Banane Golding, les Sackler. Voilà, les Sackler qui ont mis sur le marché en connaissance de cause ce médicament. C'est un livre glaçant et qui raconte entre autres les ravages de ce médicament. On va en reparler évidemment après la pub. C'était un acteur et un chanteur, mais aussi un militant des droits civiques aux côtés de Martin Luther King. Harry Belafonte est mort hier à 96 ans. Et c'est sûr, on essayera de se souvenir de lui. Try to remember. Try to remember the kind of September when life was slow. Eh oui. Ça me donne envie de prendre un expresso. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est ça, c'est que ça a été popularisé par la pub. Dans un instant, on se retrouve avec Gwendoline Amon pour parler de cette fiction formidable, Maman ne me laisse pas m'endormir, qui passe ce soir sur France 2. Je dis formidable parce que, comme une auditrice qui me dit « Ah non, mais moi, j'ai pas envie de regarder un truc triste ce soir en période de vacances. » Et hier, j'ai dit à Gilles, j'ai pas envie de regarder. J'ai regardé et je dois dire que j'ai été cueillie et je n'aime pas les choses tristes et ce n'est pas triste. C'est ce qu'il faut dire à nos... C'est pas un film triste, c'est une vraie famille joyeuse qui bascule. Qui bascule. C'est franchement, moi, les enfants qui meurent et tout, je peux pas. Et j'ai regardé, j'ai été prise par la réalisation, par votre jeu, par celui de Michel Mann, par le comédien. Et on y revient dans un instant. Incroyable. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Gwendoline Amon pour cette fiction ce soir sur France 2, réalisée par Sylvie Testu. Maman ne me laisse pas m'endormir. Il y aura un débat qui suivra la diffusion du film avec Juliette Boudre en particulier, puisque c'est son histoire, l'histoire de Joseph, de son fils. Une famille normale, on le disait pendant la pub. Je vous disais que j'avais pas eu envie au départ de le regarder et qu'en fait c'est un film qui nous touche parce que c'est une famille normale et on se dit ça peut arriver à tout le monde et c'est un sujet dont on ne parle pas, l'addiction aux médicaments. Et c'était une amie
c'est une amie très proche. C'est une amie très proche. Ouais. Oui, en fait, ça part pour Joseph d'un pétard qu'il a mal supporté parce qu'il a fait une attaque de panique et des angoisses. Il a commencé à dire je dors mal. Sa mère s'est pas inquiétée plus que ça. Elle l'a emmené voir un spécialiste et le spécialiste a prescrit du Xanax. Mais l'erreur, c'est pas de prescrire du Xanax, c'est de ne pas dire aux parents attention, c'est une molécule hyper addictive. Votre fils est mineur, il va pas gérer. C'est vous qui gérez, madame. Parce que le gamin, il s'est mis à en gober, il a plané, il était trop bien, et puis il en a gobé, puis il s'est fait des fausses ordonnances, et puis il en a piqué dans toutes les pharmacies de chez les copains et la famille. Et puis un jour, il en a même acheté dans la rue. Ouais, c'est ça. Et puis c'est devenu après une polyaddiction, c'est-à-dire qu'après il est rentré dans d'autres drogues et il est mort d'une surdose de benzodiazépine, donc de Xanax et de fentanyl. Et donc le fentanyl, vous en parliez, ça a tué Prince. C'est 50 fois plus puissant que l'héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine. Et pourtant, ça s'appelle un médicament. Voilà. Mais comme les morphiniques, le tramadol, les phéralgancodéinés, etc., moi, on en a donné au fils d'une amie parce qu'on lui a enlevé ses 4 dents de sagesse, il est reparti avec 4 boîtes de tramadol. Je l'ai insulté. Est-ce que dans la vie réelle, votre amie et celle qui a écrit le livre a attaqué ce psychiatre? Non. Pourquoi? D'abord parce que elle ne pense pas que les médecins, elle n'est pas contre les médecins, elle ne pense pas que les médecins sont tous fautifs, ils sont très peu formés apparemment. Elle a reçu beaucoup de messages de médecins après l'apparition de son livre qui lui ont dit mais vous savez, c'est dramatique, on n'est pas formé sur l'état catastrophique de la psychiatrie en France et sur l'addiction, effectivement. Et puis un médecin en une demi-heure, 1 heure, il peut pas tout savoir. Ce qu'il peut faire, c'est prévenir les parents et dire attention, je vais vous donner une molécule qui est addictive, ça peut aller vite. Sur un cerveau d'adolescent, c'est compliqué. Donc c'est vous qui gérez, madame. Vous faites attention. Et puis on essaiera d'autres protocoles et d'autres thérapies si ça ne marche pas. Mais il y a d'autres thérapies que le Xanax pour un gamin quand même. Pour un gamin de 15 ans ou 16 ans qui fait des attaques. Alors je dis pas qu'il y a des gamins qui en ont besoin. Il y a plein de pathologies différentes. Mais il y a aussi un tempérament addictif. Et ce qui est formidable dans le film, et ce qu'on montre très bien, c'est que les parents ont peur de l'alcool, de la drogue, mais les médicaments, on s'en méfie pas. Et il y a cette scène formidable où elle trouve les plaquettes vides. Et où dans elle dit, sa chambre, mais c'est grâce à son frère qui est dans un conflit de loyauté parce qu'il n'ose pas balancer son grand frère et il le sait. Est-ce que dans la vie réelle, votre ami, parce que moi, ce qui m'a touché dans le film, c'est l'amour que vous donnez à cet enfant, l'amour qui est là tout le temps de son père, de son beau-père, et pourtant vous n'allez pas le sauver. Est-ce que elle se dit j'ai fait ce que j'avais à faire, ou il y a quand même une culpabilité? Non. Elle sera coupable toute sa vie. Une maman, ou un papa d'ailleurs, ne peut être que coupable de ne pas avoir su sauver son enfant. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle se raconte qu'elle n'a pas été là au moment où il était mal, que peut-être si elle avait été là, elle lui aurait parlé, elle l'aurait empêché d'eux, elle l'aurait convaincu. Et vous, votre regard d'actrice et d'amie? Mais je comprends très bien. C'est tellement inacceptable de perdre son enfant et de se dire j'ai raté quelque chose pour en arriver là. Il y a quelque chose que je n'ai pas géré, même si ça n'est pas vrai. Même si ça n'est pas parce vrai. qu'elle a fait ce qu'il fallait, et on voit qu'elle est là, qu'elle est présente. Et tout le monde a fait ce qu'il fallait. Le papa à un moment, aussi, elle l'enferme presque, à un moment d'ailleurs. Oui, sauf qu'à partir de 18 ans, le drame, c'est que vous ne pouvez plus l'envoyer à l'hôpital. Et il dit je veux sortir, et il sort. Comment vous avez abordé le rôle, puisqu'encore une fois, une amie très proche, vous avez connu Joseph, vous le teniez à faire ce rôle? Comment ça s'est passé avec Sylvie Testu d'ailleurs? En fait, Juliette rêvait que je le joue, je le raconte à toute la presse. Moi, j'étais sûre que je ne le jouerais pas parce que c'est un téléfilm prestige et que je pensais qu'on irait chercher une comédienne de cinéma. Et finalement, j'ai joué avec Sylvie Testu il y a 15 ans dans Sagan, un petit rôle. Je jouais sa sœur d'ailleurs, donc ça s'est inversé. Juliette voulait que je le fasse et en fait, et France Télévisions était ravie. Donc ça a été une grande surprise, mais je l'ai abordée comme un personnage, pas comme si c'était Juliette, justement. Elle était sur le tournage. Elle est venue 3-4 fois, oui. Et le film, lui, elle l'a vu évidemment, puisque vous adore le film. Vous faites des projections et on voit qu'elle va, elle, aujourd'hui, dans des écoles pour sensibiliser les ados à ces dangers. Qu'est-ce que ça lui a fait? Comment elle a réagi? Elle trouve que le film est très très proche de la réalité. Donc elle trouve le film. Mais c'est ça qui nous touche. Je pense que c'est ça qui nous a touché. Et je peux vous dire que le film est moins violent que la réalité. Que la réalité, bien sûr. Comment vous avez tourné, sans spoiler, mais une dernière scène
où vous voyez la scène dont je veux vous parler. Vous êtes sur le corps de l'enfant. Je ne peux plus la voir, la scène. Non. Je ne peux plus la regarder. J'ai été, le lendemain, pour vous dire la vérité, le plateau entier pleurait. On était épuisés, Sylvie et moi, juste après. On s'est écroulés par terre en fou rire pour un petit peu exorciser tout ça. Et le lendemain, on tournait les scènes de la gare et la scène de la fin dans l'auditorium, et j'ai eu une gastro-entérite. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai somatisé, en fait. Et je ne peux plus voir cette scène parce que j'ai l'impression que tous les enfants du monde vont mourir. Le mien compris, Nemo Schiffman, l'acteur, il est Joseph formidable, Remer. Franchement, il est tous les comédiens sont formidables. Mais Gérard a été génial aussi, Gérard Lanvin. Franchement, c'est un film puissant et il y a Luna Espinosa, il y a Marilyn Canto aussi. Absolument. Et il y a Sylvie qui joue ma sœur. Oui, Sylvie Testud, qu'on voit qui joue. Il y a quelque chose de très humain dans la manière dont c'est raconté, qui est pas du tout dans le pathos qu'on a l'habitude de voir à la télévision, et c'est ce dont moi j'avais peur, et qui est pas du tout ça, qui est vraiment une photographie d'une famille normale qui découvre l'addiction de son fils, et qui pourrait être n'importe quelle famille. N'importe quelle famille. Mais Juliette a coécrit le scénario avec Nathalie Hugon, qui est une de nos amies aussi. Elle avait besoin d'être en confiance et que ça reste comme ça, très proche de la réalité. Et puis Sylvie a eu un regard très, très intéressant, très subtil sur le scénario. Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce pour avoir la couleur de ce film. Avec ça va vous mettre bien. Allez, dites-le. À la vôtre, mes amis. Les médocs, vous êtes sérieux là, les mecs? Se shoot avec ça. Ah ouais, tu deviens accro avec n'importe quelle drogue, quoi. J'ai à peine 17 ans. Qu'est-ce qui vous a pris de donner des anxiolytiques à mon fils? Monsieur, je suis en consultation. Oui, je vous pose une question, madame. Des anxiolytiques? Mais c'est super fort, ces machins-là. Elle fait une crise de manque, là. Et je fais quoi? Calmez-le. C'est pour ça qu'il faut que tu retournes en cure, d'accord? Pour te battre encore et gagner. Sortir de ce trou de merde. Dans l'enfer d'un paradis artificiel. Maman ne me laisse pas m'endormir. D'après une histoire vraie. Mercredi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ça vous émeut de l'entendre? Non, mais c'est terrible, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir 8 ans et demi. Je fais cette promo en pleurant tout le temps. C'est que je ne m'en remettrai jamais pour elle. Je me dis comment elle fait. Comment elle fait. On a beaucoup de témoignages, beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Pardon, après une opération du genou, on m'a prescrit du tramadol. J'ai jeté l'ordonnance. J'ai morflé, mais ce médoc, je l'ai vu sur une amie. Elle a dormi pendant 24 heures d'affilée. Une autre qui nous dit oui, on se sert du fentanyl, doit être médecin ou infirmière pour les interventions chirurgicales. C'est gardé dans un placard spécial avec une comptabilité très stricte. Comment peut-on le prescrire dans le public? Mais il y a aussi le Rivotril aujourd'hui qui est vendu dans la rue aux mineurs migrants isolés. Il y a un vrai trafic. La codéine aussi. Mais la codéine, enfin, moi j'ai une amie que j'ai réussi à forcer à aller chez le médecin pour se sevrer. 6 ans qu'elle prenait des Feralgan codéinés parce qu'elle avait eu mal à la tête et elle pouvait buter quelqu'un si elle n'avait pas son flacon. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Le film aussi va peut-être faire prendre conscience aux parents. On dit toujours non, pas mon enfant, ce qu'on se disait aussi pendant la pub, non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et les médicaments, encore une fois, il faut le dire, sont plus faciles, peut-être pas plus faciles, mais faciles à trouver, effectivement. De toute façon, on met 12 minutes à trouver n'importe quelle drogue dans le monde, où qu'on soit. C'est un flic qui m'a raconté ça. C'est flippant. Non, ce qu'il faut dire aux parents, je crois, même si j'ai aucune leçon à donner à personne, c'est d'essayer d'avoir un dialogue avec son môme. Même si il y a un moment, il y a un âge où c'est compliqué, de leur dire, je te jure, je suis pas née en 1912, j'ai eu ton âge, je sais ce que c'est, j'ai eu envie de m'amuser et de faire l'idiote aussi. Fais gaffe, maîtrise, te fais pas bouffer par l'influence. C'est ça, d'essayer de parler avec eux et de pas se faire avoir, parce que Joseph, elle l'a vu sur le regard. Il avait un regard lointain et vide. C'est la petite amie d'ailleurs qui lui montre, la petite amie de Joseph. Alors, dans le film, c'est la petite amie, mais dans la réalité, c'était sa meilleure amie, c'est Yasmine, elle s'appelle Yasmine, c'est la fille de notre grande amie Sarah Poniatowski, qui a vu sur un Snapchat des images de Joseph qui était en délire total. Elle a flippé, elle les a montrées à sa mère et sa mère a dit je les montre à Juliette. Et c'est là où Juliette a vraiment pris conscience qu'il était parti autre part, quoi. Et elle l'a confronté, et là ça a commencé à être les cures, la guerre, la discussion. Enfin, ne me ment plus. Avant, elle se disait c'est un ado, comme tous les ados, il est un peu bad boy, il est chiant, je suis divorcée, tout ça, ça fait partie de la vie. Et puis c'est le grand frère. Son petit frère était souvent malade, Max, le petit garçon, parce qu'il est né avec des problèmes. Il va très très bien, hein, mais il allait beaucoup en rééducation. Donc elle a pas fait gaffe, elle a pas vu, parce que c'était l'enfant parfait qui allait bien. Et son père était vraiment addict, comme c'est raconté dans le film aussi. Son père a eu, quelques problèmes. Il s'en est complètement sorti, mais oui, bien sûr.
Incroyable. C'est toute la subtilité, encore une fois. C'est un film subtil. C'est toute la subtilité du film de montrer en fait aussi l'hypocrisie ou le mensonge des gens qui sont addicts, qui se disent je te promets, j'y toucherai plus, etc. Un addict, ça ment. Ça ment, absolument. Et un ado, ça ment aussi. Bien sûr. Donc les deux mis ensemble, formidable. Vraiment, encore une fois, je ne voulais pas le regarder. J'ai commencé à le regarder. Et franchement, je déteste les mélos. C'est pas du tout mélo. Et puis on a envie de s'amuser et de regarder Cassandre. On n'a pas envie de regarder ça. Et pourtant, ce film est formidable. Et vous allez avoir une histoire d'amour dans Cassandre? Il va se passer plein de choses. Déjà, là, j'ai un petit copain. Je sais pas si vous avez regardé. Mais c'est pas le bon. Non, mais écoutez, ça finira bien par. Ça arrivera, vous pensez? Mais vous êtes formidable en tout cas dans celui-ci. Cassandre, c'est tous les samedis en ce moment. Non, c'est vendredi en ce moment. On a changé. Maintenant, c'est vendredi. Oui, mais là, il n'y a plus d'inédits depuis vendredi dernier. Vous êtes face à Masked Singer. Ouais. Et vous battez Masked Singer. Là, on a fait 5 millions de vendredi dernier. Ouais. Donc ça marche bien. Et puis je précise aussi que vous soutenez Tina Kieffer et Toutes à l'école. Vous êtes une des marraines de son association et vous pouvez faire des dons. Je le dis parce que je la soutiens aussi pour cette école formidable qu'elle a montée. Et je suis marraine d'Imagine aussi contre les cancers gynécologiques. Bravo. Voilà. Écoutez, vous êtes une femme engagée et on aime ça. Et donc ce soir, vraiment regardez. Vous pourrez nous insulter demain matin. Mais je pense que ça va marcher. Et c'est formidable et c'est essentiel pour les parents, les grands-parents aussi qui ont un rôle à jouer auprès des ados. Les amis, absolument. Tout le monde. Maman ne me laisse pas m'endormir, 21h05. Bravo aussi à Sylvie Testud. Et à France Télé de programmer ce genre de c'est ce que film dire. Parce qu'on est dans une mode de concurrence. Non, ils font leur taf. Mais ça n'a pas été compliqué? Non. Anne Olmes et Anne Didier ont dit tout de suite oui. Et c'est formidable. Merci Gwendoline Amon. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous.